Rendez-vous de ce bulletin sur l'international. Au menu, la Guinée mise sur Rio Tinto pour l'exploitation du plus grand site au monde de minerais. 20 milliards de dollars sont injectés. Au Nigeria, les lycéennes finalement localisées par l'armée, mais pour l'heure, c'est motus bouche cousue sur l'endroit. En France, François Copé démissionne de l'UMP après les locales défavorables au parti présidentiel. Minier anglo-australien Rio Tinto a annoncé mardi la conclusion d'un accord avec le gouvernement de Guinée pour l'exploitation du plus grand site au monde de minerais de fer encore intact, Simandou, un dossier marqué par des années de controverses. Le développement de ce site est une priorité nationale qui va au-delà des mines et concerne les générations après la nôtre, a estimé le président guinéen Alpha Condé. Rio Tinto détient les droits d'exploitation pour la partie sud du site de Simandou, dans lequel repose du minerai de fer d'une valeur estimée à quelques 10 milliards de dollars au cours actuel. Le coût du projet infrastructure de transport et exploitation des mines est estimé à quelques 20 milliards de dollars, a précisé la source. Parmi les concessions retirées, celle attribuée à VBG est soupçonnée d'avoir versé des pots de vin d'au moins 3 millions de dollars à l'épouse de Lansana Conté, ce que dément vigoureusement le groupe. Politique en France, Jean-François Copé a annoncé mardi sa démission de la présidence de l'UMP qui sera effective à compter du 15 juin prochain, selon des participants au bureau politique de ce parti réuni à l'Assemblée nationale. Le député maire de Meaux, 50 ans, était sous pression extrême de ses pairs pour quitter son poste où il a tenté de se maintenir jusqu'à un congrès extraordinaire à l'automne, alors que flambe l'affaire Pygmalion ainsi que la victoire du Front National au local. Nouveau gouvernement en Libye, des hommes armés ont attaqué mardi matin à l'aube la maison d'Ahmed Mitig à Tripoli. Le nouveau Premier ministre libyen et sa famille sont indemnes. Les tirs ont résonné à l'aube autour de la maison tripolitaine du nouveau Premier ministre libyen, selon un membre du service de sécurité du Premier ministre, blessant 2 assaillants qui ont été arrêtés. Ahmed Mitig et son gouvernement ont été investis dimanche dernier par le Parlement dans un climat de vive tension alimenté par une lutte d'influence entre politiciens et milices armées. Son gouvernement sera essentiellement chargé de préparer les élections législatives annoncées pour le 25 juin prochain. Affaire des lycéennes enlevées au Nigeria par le groupe islamiste Boko Haram, un chef militaire dit savoir où se trouvent les victimes. Les 250 jeunes filles enlevées par le groupe armé nigérian ont été localisées selon le chef de l'armée de l'air nigériane, Alex Badé, déclarant, je cite, « La bonne nouvelle pour les filles, c'est que nous savons où elles se trouvent, mais nous ne pouvons pas vous le dire », a déclaré le chef d'état-major de l'armée de l'air, le maréchal Badé, à des journalistes devant le quartier général de la Défense à Abuja. L'espoir est donc permis. Au second tour du scrutin en Égypte, les électeurs sont appelés aux urnes ce mardi. L'élection présidentielle que devrait largement remporter le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, l'ancien chef de l'armée et nouvel homme fort d'un pays en quête de stabilité. Les premiers résultats sont attendus quelques heures après la fermeture des bureaux de vote à 21 h ce soir, 19 h GMT. Abdel Fattah al-Sisi est à l'origine de la destitution en juillet dernier de l'islamiste Mohamed Morsi, premier chef de l'État élu pourtant démocratiquement en Égypte. Les frères musulmans, classés depuis décembre dernier comme organisation terroriste et cible d'une répression implacable depuis la destitution de Mohamed Morsi en juillet 2013, ont appelé à boycotter le scrutin. Présidentielle en Mauritanie, les négociations entre l'opposition et le pouvoir abrégées. Les protagonistes du président sortant ont décidé de boycotter la présidentielle du 21 juin prochain, une situation qui ouvre la voie à la réélection du chef de l'État sortant, à moins que ce ne soit fixé un nouveau calendrier consensuel. 3 revendications principales, communes aux divers mouvements de l'opposition, devaient faire l'objet de cette négociation tripartite, notamment l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante, jugée infoédée au président Abdelaziz,
la transparence du fichier électoral, la campagne d'enrôlement commencée en 2011 étant dénoncée comme partiale en ce qu'elle écarterait en Mauritanie comme dans la diaspora des populations considérées comme hostiles au régime en place, en particulier chez les négro-mauritaniens. Et enfin, le calendrier de l'élection, puisque les garanties réclamées par l'opposition auraient forcément nécessité un report du scrutin initialement prévu pour le 21 juin. Pour la première fois dans l'histoire politico-économique d'Afrique du Sud, un Sud-Africain de souche nommé aux finances, son nom Nyalala Nene, ainsi le successeur de Madiba du vouloir du changement dans la continuité. Le dimanche 25 mai, lors de l'annonce de son nouveau gouvernement, Jacob Zuma a choisi de remplacer Pravin Gordhan par Nyalala Nene au poste de ministre des Finances du pays. Sur cette image, ce dernier en était le vice-président depuis 2008. Depuis la fin de l'apartheid, ce poste a été occupé par Trevor Manuel, un métis, puis par Pravin Gordhan, d'origine indienne depuis 2009. La promotion de Nyalala Nene a été saluée par plusieurs analystes économiques dans la presse sud-africaine ce lundi, car aujourd'hui les Noirs sont encore marginalisés dans le monde des affaires, a souligné l'économiste Lumkili Mondi dans le quotidien financier Business Report. À 55 ans, Nene est loin d'être un novice. En plus des 6 années passées comme vice-ministre des Finances, il a été président du comité des finances de l'Assemblée nationale et coprésident du comité budgétaire. En Inde, le nouveau Premier ministre Narendra Modi demande au Pakistan d'agir pour empêcher les attaques terroristes dans le pays. Le nouveau Premier ministre a rencontré mardi matin son homologue pakistanais Nawaz Sharif à New Delhi. Il lui a demandé de respecter son engagement d'empêcher que son territoire ne soit utilisé pour organiser des attaques terroristes contre l'Inde. Enfin, en Irak, 13 personnes sont mortes dans un attentat suicide devant une mosquée chiite à Bagdad. Un kamikaze a fait exploser la charge qu'il avait sur lui à l'entrée de la mosquée dans le quartier de Sharjah, dans le centre de la capitale irakienne. L'explosion a aussi fait 28 personnes blessées. Voilà, c'est tout pour ce bulletin du mardi 27 mai consacré à l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain.